Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a rencontré le corps diplomatique et les représentants des organisations interafricaines et internationales. Ce matin, il était question de l'urgence sécuritaire au Burkina. Le capitaine a indiqué que le travail avait déjà commencé et qu'il souhaitait bénéficier de l'accompagnement des partenaires présents à la rencontre. Dans ce journal, des nouvelles du jeune Ryan, 9 ans, qui a été touché par une balle dans les événements du coup d'État. Il a regagné le domicile familial après avoir subi une intervention lors d'un séjour hospitalier. Ses parents nous racontent comment ils ont vécu les événements. Et puis championnat national, donc conférence d'avant-match de la 4e journée, les affiches AS Douane Majestic ce samedi, USFA Asfanyeninga dimanche. Chacune des équipes se montre déterminée à enregistrer les 3 points en jeu. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Rencontre ce matin donc entre le chef de l'État et le corps diplomatique ainsi que les représentants des organisations interafricaines et internationales. Le capitaine Ibrahim Traoré, en évoquant la question sécuritaire, a indiqué que les actions avaient déjà été engagées et qu'il fallait aller vite. C'est dans ce sens qu'il a aussi exprimé un besoin de soutien au corps diplomatique et aux organisations partenaires. Ces derniers, l'Union européenne, la CEDEAO et l'ONU notamment, ont marqué leur accord d'accompagnement tout en appelant au respect des engagements internationaux. Et l'ambassadeur italien, au nom du corps diplomatique, a invité le chef de l'État à la protection des emprises diplomatiques après que certaines ont été ciblées dans les récents événements. C'est le 5 octobre dernier que le MPSR a rendu public son acte fondamental et levé la suspension de la Constitution. Le communiqué du MPSR précise que la Constitution s'applique en ce qu'elle n'est pas, contraire donc à l'acte fondamental. La question de la valeur de cet acte fondamental se pose alors. Dans ce sens, le docteur Samson Dabiré, juriste et enseignant-chercheur, affirme que l'acte fondamental, bien que réglementant la vie de la nation, n'a aucun fondement ni aucune nature juridique. Nous en parlons avec Abdoulaye Migné. L'acte fondamental adopté par le MPSR le 5 octobre dernier n'a aucune valeur juridique selon le docteur Samson Dabiré, enseignant-chercheur en sciences juridiques et politiques à l'université Thomas Sankara. Pour lui, nul ne sait qui sont les acteurs du MPSR ni les conditions de l'adoption de cet acte. Pourtant, un acte n'a de valeur juridique que si et seulement s'il est élaboré et adopté dans les conditions fixées par la loi, explique l'enseignant-chercheur. D'un point de vue purement juridique, en tout cas, c'est un acte qui est dénué de toute valeur juridique, difficile à classer dans l'ordonnancement juridique. Et donc, à la limite, on peut dire que c'est quelque chose qui provient d'une association ou d'un groupement qu'on appelle le MPSR, parce que s'il n'a pas été adopté par un organe qui est habilité à faire de la production de normes, on ne connaît pas les modalités dans lesquelles l'acte a été adopté, on ne peut pas le classer dans l'ordonnancement juridique. Donc, à la fois la légalité et la légitimité de l'acte pose problème, mais en fait c'est cet acte-là qui réglemente aujourd'hui l'organisation du pouvoir qui se trouve entre les mains du MPSR. L'adoption de cet acte fondamental rétablit la Constitution, mais seulement ces dispositions qui ne sont pas contraires à l'acte fondamental. Même s'il existe plusieurs critères de détermination de la primauté d'une règle sur l'autre, le MPSR a laissé entendre que l'acte fondamental prévaut sur la Constitution, chose qui met mal à l'aise selon le juriste. C'est là encore que l'on peut parler un peu d'une sorte de, je sais pas moi, de sorcellerie ou d'une trouvaille, parce que depuis longtemps c'est ce que l'on fait. On crée des actes bizarres, on réactive la Constitution et puis on dit bon, la Constitution s'applique sauf dans les dispositions qui sont contraires à l'acte, à l'acte fondamental. Alors, qui détermine que telle disposition de la Constitution est conforme ou contraire à l'acte fondamental, et ensuite quelle est la valeur juridique qu'a l'acte fondamental pour primer sur la Constitution. Un acte dont on ne connaît pas la légitimité ni la valeur juridique qui vient primer sur notre norme fondamentale.
Pour l'enseignant-chercheur, le MPSR aurait dû s'assumer comme un régime d'exception, car pour lui, l'ordre constitutionnel et l'acte fondamental ne font pas bon ménage. C'est un peu cette tentative de rafistolage juridique ou de production de sorcellerie juridique, c'est-à-dire qu'à la fois on essaie d'opérer dans l'état d'exception et on essaie de nous faire comprendre qu'il y a du constitutionnel dedans. On est dans un régime d'état d'exception, c'est l'acte fondamental qui régit l'organisation du pouvoir. Les détenteurs du pouvoir agissent à coup de communiqué ou à coup d'ordonnance et on laisse la constitution de côté et au moins on a la clarté, la lisibilité juridique. Quand on est dans un régime d'état d'exception, en ce moment on peut apprécier, on peut critiquer l'opportunité et la légitimité, mais au moins la lisibilité juridique serait claire. Mais de faire cette tentative d'attelage contre nature entre la Constitution et un acte dont la valeur juridique est inexistante, ou en tout cas dont on ne connaît pas les véritables auteurs, ça crée un malaise et ça pose un problème. Dr Samson Dabiré déplore la suspension de la Constitution 2 fois de suite à moins d'une année. Cela témoigne selon lui de la fragilité de la démocratie au Burkina Faso. Pour lui, il n'est pas du rôle de l'armée de gérer le pouvoir politique. En attendant que l'armée retourne dans les casernes, il souhaite que le Conseil constitutionnel s'autosaisisse pour définir les modalités d'application et de cohabitation entre la Constitution et l'acte fondamental du MPSR. C'est au cours des événements du coup d'État du 30 septembre dernier que Ryan Zigani, 9 ans, avait été atteint à la mâchoire par une balle après 5 jours passés en milieu hospitalier où il a subi une intervention chirurgicale. Ryan a regagné le domicile familial et se porte beaucoup mieux. Le pire a été certainement évité, mais les parents gardent encore le souvenir douloureux des événements. C'est un reportage signé Maxime Jeune-Bambara. Le sourire aux lèvres devant l'objectif de notre caméra, Ryan Zigani, atteint à la mâchoire par une balle perdue suite aux événements du samedi 1er octobre dernier, est de retour à la maison. Grâce au professionnalisme des agents de santé qui ont réussi l'intervention chirurgicale, la vie de Ryan est hors de danger. Oui, Ryan se porte bien. Voilà, Ryan, il a mangé, il est en train de jouer, ça va. Tu te portes bien? Oui. Ça ne fait plus mal ou bien tu ressens toujours des douleurs? Je ne fais plus mal. C'est ici, au quartier Karpala de Ouagadougou, devant le restaurant de sa maman, qu'il a reçu la balle. C'est dans mon restaurant que tout s'est passé, ça s'est passé devant moi. On était assises, il y a ma grand-sœur qui est venue me rendre visite, on était assises. Maintenant, les enfants étaient là, ils jouaient. Après, ils sont rentrés dans la grande cour pour regarder la télé. Donc, c'est en voulant fermer le kiosque maintenant que les coups sont venus un coup. Voilà, quand c'est venu un coup, nous-mêmes, il y a la grand-sœur qui a dit qu'on n'a qu'à se coucher. Nous tous, on était couchés à terre. Mais la grand-sœur a vu que les petits n'étaient pas là. Elle a demandé où est Ryan, où est Ryan. Donc, c'est là, moi, je me suis levée maintenant. J'ai regardé, je ne voyais pas l'enfant. C'est après maintenant, j'ai vu que quand je sortais, j'ai vu devant la porte quelqu'un qui est couché. Donc selon moi, l'enfant était toujours dans la cour. Le pire a certes été évité, mais la balle qu'il a reçue aurait pu être fatale. On s'est quitté là, c'est venu par là, sorti là et puis traversé comme ça et puis tombé. Conduit d'urgence sur moto par une bonne volonté à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle aux premières heures, il sera par la suite transféré à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Il fallait déjà évacuer le sang qui était dans sa bouche. Et là, quand j'ai vu ça, immédiatement, je n'ai pas pu supporter. Immédiatement, j'avais des maux de cœur, tout ça. J'étais obligé de m'évacuer aux urgences. En tout cas, toute cette phase d'heure-là, je n'étais pas là. C'est le sang qui était vraiment un problème. Parce qu'il nous disait qu'il faut absolument du sang pour pouvoir sauver l'enfant. Immédiatement, partout, il n'y en avait pas. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je ne peux rien dire parce que je n'ai même pas les mots pour dire à celle-là qui nous a vraiment aidés, pour mettre l'effort pour qu'on puisse trouver du sang. Donc, aux environs de 23 heures, comme ça, on a pu trouver le sang. Et c'est là maintenant qu'on a commencé à transfuser l'enfant. Et il a tenu jusqu'au lendemain. Le lendemain, c'est le dimanche 2 octobre. Une journée qui aura été assez éprouvante pour la famille. Il a fallu 2 poches de sang pour sauver la vie de Ryan. Finalement, c'est vers les 13 heures là, ils ont pu faire l'intervention. Et après l'intervention, ils sont allés dans la salle de réanimation.
Là aussi, ça a plu tout au long de la nuit. Il était sous des trucs artificiels. Mais bon, notre souhait seulement, c'est que le lendemain, on le trouve réveillé. Effectivement, c'est ce qui a été fait. Vers 6h30 comme ça, allant vers 7h, l'enfant s'est réveillé. Ils sont l'action sociale. Voilà, c'est eux, ils sont venus. Ils sont venus une première fois et une deuxième fois. Je peux dire qu'on a reçu un peu de soutien puisque dès le début, c'est nous, on dépensait. Bon, après, maintenant, on nous a fait savoir que c'était une prise en charge. Donc, tout ce qu'on faisait maintenant, c'est eux qui... On demandait plus d'argent. C'est ce jeudi 6 octobre que le petit Ryan a été libéré afin de poursuivre les soins en famille après 5 jours passés à l'hôpital. Les parents suivent de près l'évolution de la santé de leur fils de 9 ans en classe de CE2 qui devrait pouvoir reprendre le chemin de l'école dans les jours à venir sur décision de son médecin soignant. La commune de Madjouari, dans l'est du Burkina, environ 8000 km² et initialement près de 10 000 habitants, rencontre des difficultés en ce moment. La population est en effet en perpétuel mouvement de déplacement vers des pays voisins en raison de la situation sécuritaire. Dieregou Kouaré, l'ex-adjoint au maire de la commune de Madjouari, affirme dans l'entretien téléphonique qu'il nous a accordé que les groupes armés terroristes ont investi la commune et pendant que les services vitaux étatiques sont désormais non fonctionnels. Alexis Wenkouni Belemnaba. Madjouari, l'une des communes situées dans la province de la Kompianga, région de l'Est, est en proie à la crise sécuritaire. Depuis l'attaque des groupes terroristes en date du 25 mai dernier, qui a fait une 50aine de morts, cette population est meurtrie par ces différentes attaques à répétition qui endeuillent au quotidien les Burkinabés dans cette partie du pays. Dieregou Kouari, l'ex-adjoint au maire de la dite commune, joint au téléphone, dit déplorer cette situation. Mais jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, ces personnes ne sont pas là. Et il y a eu quand même quelqu'un qui a été rescapé et qui a vu les morts et qui a été vraiment touché et il est resté couché pendant des heures et à un certain moment il a pu se lever, traverser les cadavres et puis rejoindre le Togo. Et c'est à partir du Togo que nous avons suivi dans le journal avec les frères qui y sont. Ils ont constaté effectivement que voilà comment les balles ont traversé à partir de son nez, le visage. C'était vraiment la catastrophe. Cette attaque fait suite à 2 incidents similaires survenus les 14 et 19 mai, au cours desquels 17 civils et 11 soldats sont tombés dans cette zone. Après ces incidents malheureux, cette commune qui compte plus de 9000 habitants s'est progressivement vidée. Seulement 2 services de santé restent fonctionnels à Madjouari, selon l'ex-adjoint au maire Dieregou Kouari. Les habitants de la commune de Madjouari ne sont plus dans la commune de Madjouari. Ils sont soit au Togo, soit au Bénin, soit à Fada, soit à Kompianga, soit à Pama enclavé, et soit à Ouagadougou, et ailleurs un peu partout, et aussi à la Kompianga. Aujourd'hui, étant donné que depuis leur départ définitif, on n'a pas eu quelqu'un qui est réparti pour constater est-ce que c'est les terroristes qui résident ou c'est qui. Je ne peux pas vous dire que c'est les terroristes qui y résident, mais ce qu'on peut dire tout simplement, c'est les animaux, les maisons. Les membres de la délégation spéciale de cette commune censée gérer les services courants résident désormais à Fadangourma, selon Dieregou Kouari. Les groupes armés terroristes imposent leurs lois, explique-t-il. Nous, on a fait un recensement par l'appui de UNICEF et de CONASU. Ceux qui sont à Nadiakou uniquement atteignent 8700 personnes venant de la commune de Madjouari. Et quand on regarde à Fada, je m'inscris en faux qu'ils n'atteignent pas 2000. Donc, ils sont là-bas, ils sont à Fada.
ça veut dire que pour même les actes de naissance, c'est compliqué pour ceux qui sont à Nadiago, pour qu'ils puissent gagner des actes de naissance. Et il y a aussi à Kompienga, au moins à Kompienga, il y a des gens qui sont là. L'administration est pratiquement là-bas. Les nouvelles autorités de la transition burkinabé, dont l'urgence du moment est la sauvegarde et la restauration du territoire national burkinabé, sont invitées à se pencher sur cette situation dans cette région de l'Est sous emprise des groupes armés. Et quel est l'impact de la crise économique sur l'économie informelle du Burkina? La question a donné lieu à une conférence publique ce vendredi, une initiative du Conseil national de l'économie informelle du Burkina. Cette économie occupe plus de 70% des actifs en milieu urbain et 25% dans les échanges. Il a été question à cette conférence publique de faire cas des défis du moment, un exemple la double crise sécuritaire et sanitaire, également le conflit russo-ukrainien avec ses conséquences économiques. Nous en parlons avec Mamétri Anakamabou. L'économie informelle, source de création d'emplois et de richesses au Burkina Faso. En effet, ce secteur occupe plus de 70% des actifs en milieu urbain et 25% en milieu rural. L'économie informelle fait face depuis plus de 6 ans à de nombreux défis. La question sécuritaire et le conflit russo-ukrainien qui a engendré la hausse des prix des hydrocarbures font partie de ces défis. Les acteurs de ce secteur tentent de trouver les voies et moyens pour une relance économique. Si ces agents de transformation de nos produits locaux ont été valorisés et puis ils avaient eu des capacités, cela pouvait nous permettre de faire une résilience pour peut-être trouver des produits de consommation pour nous épargner de tout ce qui vient un peu de l'extérieur. Donc ça allait nous permettre de faire face même à notre consommation intérieure. Mais force est de savoir que ces gars-là n'ont pas les rudiments nécessaires pour leur permettre de développer leur productivité et puis avoir de bons labels pour pouvoir prendre notre marché intérieur. Cette conférence publique est placée sous le thème Impact de la crise économique sur l'économie informelle au Burkina Faso. C'est un cadre d'échange et des réflexions pour dégager des pistes de solutions pour une sortie des crises économiques. Nous disons que si l'économie informelle est prise en compte aujourd'hui dans l'aspect accroissement des capacités de productivité, ça peut résoudre pas mal les choses. Ça va permettre aux gens de les retenir dans leur zone de production. Et puis de deux, ça va nous permettre de faire face à un certain nombre de chocs. Nous pouvons se développer quand nous comptons sur nous-mêmes, nos propres productions. Parce que quand vous dites que vous êtes indépendant et qu'alimentairement vous dépendez d'autres, ce n'est pas sûr que cette indépendance-là soit bien vue même à l'intérieur. Au sortir de cette conférence publique, les acteurs du secteur informel vont formuler des recommandations qui seront soumises aux autorités administratives. Le ministère en charge de l'Environnement et ses partenaires techniques et financiers ont tenu ce vendredi leur 7e session ordinaire du comité de revue du programme budgétaire 09 Économie verte et changement climatique. Une session présidée par le secrétaire général du ministère de tutelle, chargé donc de l'expédition des affaires courantes et qui a permis de passer en revue les projets et programmes réalisés durant l'année précédente et de dégager des perspectives. Nous en parlons avec Yassine Saoudgo. Les participants à cette première session ordinaire du comité de revue du programme budgétaire 089 vont entre autres examiner et adopter des rapports d'exécution 2021 des différents projets et programmes, examiner et adopter le programme de travail budgétaire annuel PTBA et celui de la passation des marchés PPM révisé 2022 du programme d'investissement forestier PIF. Au total, 6 points seront évalués pour un meilleur fonctionnement des activités de ce comité. Comme vous le savez, dans le mécanisme de gouvernance des projets au programme au Burkina Faso, il est prévu la tenue périodique des comités de revue. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour
En ce qui concerne la première session ordinaire de l'année 2022 du comité de revue du programme budgétaire 089, économie verte et changement climatique. Malgré les difficultés d'ordre sécuritaire et sanitaire rencontrées au cours de l'année 2021, des résultats fort appréciables ont été enregistrés. Le taux d'exécution physique et global est de 67% et le taux d'exécution financier 60%. On peut citer entre autres le programme de gestion décentralisée des forêts et des espaces boisés, qui est un projet extrêmement important qui a intervenu dans 32 communes avec des investissements de plus de 5 milliards au profit des collectivités territoriales. Et il y a le projet d'amélioration de la filière à la carte dans le bassin de la Comoé, afin donc de permettre aux différents acteurs de cette filière d'améliorer donc leur performance au niveau donc de notre pays. Vous avez également d'autres projets comme les éco-villages qui sont un projet extrêmement important dans le cadre de l'amélioration des gouvernances au niveau des ressources forestières, au niveau énergétique. Selon le secrétaire général chargé de l'expédition des affaires courantes, le contexte socio-politique particulier que traverse le Burkina Faso a amené certains partenaires à suspendre leur financement au profit des projets et programmes. Conséquence, le ralentissement dans la mise en œuvre des programmes de travail annuels 2022, mais aussi la tenue tardive de la première session du comité de revue du programme budgétaire 2022. En culture, Tigritude, Action, Attitude, c'est la toute nouvelle sortie discographique de l'artiste parolier et slammer Don Sharp de Batoro, Koundé d'or 2021. À travers cet album, couleur nouvelle tendance et riche d'art oratoire, l'artiste invite les Burkinabés à l'action dans la résistance et la cohésion sociale. La dédicace de l'œuvre est effective ce 5 octobre, donc les images commentées par Cheikh Omar Ouedraogo. Après l'album Sundiata sorti en 2020, Don Sharp de Batoro élargit sa discographie avec un nouveau chef-d'œuvre intitulé Tigritude, Action, Attitude. Dans cet album, le slammer aborde des thèmes comme l'incivisme, la solidarité, l'insécurité qui frappent le Burkina Faso. Pour l'artiste parolier, cet album constitue un appel à l'action et la résilience face aux multiples crises auxquelles le pays est confronté. C'est une invite à l'action, à la résilience tout simplement. Parce que nous n'avons pas que le contexte sécuritaire qui est une urgence. Il y a le contexte aussi alimentaire. Les magasins ont été brûlés, les champs, les récoltes ont été incendiés. Je pense que la chanson Tigritude est pour moi l'occasion d'envoyer un message de résilience et de cohésion sociale aussi. Parce que c'est aussi ça les grands défis. Donc c'est mon message pour le peuple burkinabé qui souffre actuellement. Tigritude, Black Memory et Bongal sont quelques titres du 7e album de Don Sharp de Batoro. Composé de 12 titres, c'est une combinaison de R&B, afropop, manding et bino. Par ailleurs, Don Sharp de Batoro a eu recours à l'oralité dans le but de mieux faire passer son message. Les titres sont chantés en français, djoula et lieyele. Cet album a la double particularité. C'est un album qui m'ouvre sur les nouvelles tendances, c'est-à-dire la nouvelle génération. Entendez par là le R&B, l'afropop. Voilà, donc cet album à travers 2 titres, Où va le monde depuis 8 mai, m'ouvre là-dessus. Alors, la deuxième particularité, l'album contient des titres qui sont dans le domaine de l'art oratoire, en matière de contes. Art oratoire qui contient les proverbes, les anecdotes, ces choses qu'on raconte autour du feu de bois au clair de lune. Donc j'ai tenu compte parce que vous allez écouter des chansons où il n'y a même pas un seul instrument de musique dedans pour faire passer le message. Donc, et puis, la troisième articulation, c'est dans mon domaine, l'art oratoire, la griotique, qui consiste à narrer. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre le livre en avant. C'est aussi de la résilience, amener la jeunesse à s'intéresser à la lecture.
Don Sharp de Batoro à l'état civil Seydou Batoro a débuté sa carrière musicale en 2008. Une riche carrière qui lui a valu en 2021 le trophée du Koundé d'Or. Pour la promotion de ce nouvel album, des tournées nationales et internationales sont envisagées par l'artiste. Et puis conférence de presse d'avant-match de la 4e journée Ligue 1 sur le Présidium, l'AS Douane qui s'oppose au Majestic ce samedi et l'USFA qui affronte l'Asfanyenega dimanche. Les rencontres vont se jouer au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Elles sont d'une importance capitale pour les différents clubs. Tous marquent clairement leur ambition d'empocher les 3 points en jeu. Image avec Yassine Sawadgo. En quête de points pour lancer finalement sa saison, l'Union sportive des forces armées se doit de montrer un autre visage face à la vieille dame l'Asfanyenega ce dimanche. Les militaires, après leur match en retard en milieu de semaine soldé par une défaite face à Raïmo, comptent toujours 0 points sur le tableau. Ce match de dimanche contre l'Asfanyenega, selon l'encadrement technique est capital, même si son adversaire reste une grande équipe. C'est une bonne équipe, l'Asfanyenega. Cette saison, ils ont déjà engagé une victoire. Donc, c'est dire que c'est une équipe qu'il faut prendre avec beaucoup plus de sérieux. Voilà. Nous, on est en train de chercher nos repères et on va se préparer en conséquence avec nos forces et corriger également nos faiblesses pour pouvoir prendre correctement ce match-là. Toutes les équipes se valent. Toutes les équipes se valent. Chacun essaie de mettre son système en place pour pouvoir contrer l'adversaire en face. Le match dimanche sera un très bon match. Avec le public qui sera là aussi. Donc, ils vont encourager tous les athlètes qui seront là pour ce match. Donc je pense qu'on va faire un très bon match ce jour. Pour le maître à penser de l'Asfanyenega, l'USFA a des joueurs capables de mettre en difficulté sa charnière. Selon lui, tout est mis en place pour contrer et aller chercher la victoire. C'est une équipe qui est très excellente dans les relances à longue distance. Donc les balles longues, c'est une équipe qui est tellement forte dedans parce qu'il y a des attaquants qui bougent, il y a des excentrés qui sont virevoltants. Donc je pense que ma défense est prévenue et on doit se battre pour pouvoir enrayer ces situations-là. C'est une équipe joueuse, alors on doit le respecter, mais l'aspect aussi, comme vous le savez très bien, c'est une grande équipe. Et voilà, et quand on joue un match de ce genre, on espère gagner. Et on veut à tout prix gagner les 3 points. Et c'est ce qu'on va faire. L'autre rencontre très attendue est celle qui oppose l'AS Douane au Majestic. Les Gabelous, dont leur aventure en campagne africaine s'est arrêtée au premier tour, se retournent maintenant vers un de ses objectifs, à savoir le championnat. Et ce match contre le Majestic en fait partie. Il faut dire que l'AS Douane a pour ambition également d'engranger quelque chose cette saison. Et nous prenons match par match et pour ce match, l'objectif c'est de remporter les 3 points. Et pour cela, nous y travaillons sur tous les plans. Mais attention, puisque l'adversaire lui aussi, à moins que ça soit un cauchemar, rêve aussi grand. Je crois que ça va être un très bon match. Surtout que nous, on a besoin de victoire aussi. Voilà, puisqu'on a démarré timidement, puisqu'on n'a pas gagné de match pour l'instant. On a fait 3 matchs nuls. Voilà, donc le match passé, on aurait dû le gagner même avant d'affronter l'AS Douane, qui est un gros morceau. Voilà, donc, mais ça n'a pas été le cas. Mais quel qu'en soit le résultat seulement, donc nous aussi on est là pour essayer d'avoir un bon résultat. Un rappel, l'USFA Asfanyenega, c'est ce dimanche 9 octobre à partir de 16h. Mais en attendant, le choc AS Douane Majestic débute à 16h ce samedi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Et sportivement, je vous invite à rester avec nous. L'actualité sportive est développée tout à l'heure dans Sport 3 avec John William Somda. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve demain à 20h.